affront, atteinte, blasphème, blessure, calomnie, grossièreté, ignominie, invective, irrévérence, offense, outrage, insulte. Les dossiers du prof de français s'intéressent aujourd'hui à l'histoire et à l'étymologie des gros mots. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une insulte? Les insultes désignent des mots vulgaires ou des mots grossiers. En fait, sont qualifiés d'insultes les mots, les expressions et les actes qui, comme il est écrit dans le Larousse, blessent la dignité. Dans son utilisation courante, l'injure a un rôle d'emphase ou d'insistance. Ainsi, elle donne plus de poids à l'idée qu'on souhaite exprimer. Par exemple, dire « un tel m'ennuie » aura beaucoup moins d'impact que la phrase « un tel me fait chier ». On notera aussi que souvent, les injures se rattachent à des images honteuses et rabaissantes, comme la scatologie ou les allusions sexuelles. Les insultes sont présentes depuis les prémices de l'humanité, ou plus particulièrement depuis que l'homme est doué de raison et de parole. Celles que nous retiendrons sont celles de l'Antiquité romaine, à travers des écrits, en latin, laissés sur des céramiques, des murs et bien sûr des textes. Et celles de la période médiévale, en ancien français. Remontons donc dans le temps. Voici un florilège d'insultes latines authentiques. D'abord, sur le pied d'un vase à boire, au IVe siècle après Jésus-Christ, et dans les poèmes de Catulle, on peut lire ceci. Pedicabo ego vos, qui veut dire littéralement « je vais vous enculer ». Ensuite, dans les œuvres de Plaute, il est écrit « Impudique sceleste verbero furcider, fraux populi fraudulente caenum impure leno », qui signifie littéralement « infâme, scélérat, coquin, pandard, escroc public, fripon, fange, prostitueur impur ». Je vous réserve le meilleur pour la fin. Un mur de Pompéi nous laisse les traces d'un proverbe plein de charme, sous forme de graffiti. Voyez plutôt. Seni supino cleiculum tegunt, qui signifie quand un vieillard gît à terre, ses couilles recouvrent son cul. Je vous laisse la liberté de vous imprégner de la poésie de cette dernière phrase et de méditer un instant. Allez-y. Parfait. Plus tard, au Moyen-Âge, les insultes feront volontiers référence à la religion. Par exemple, nous avons nom de Dieu, bordel de Dieu ou encore jarni-Dieu, qui est moins fréquent. Ceci étant jugé clairement blasphématoire, la population a pris l'habitude d'atténuer cette référence sacrée en remplaçant Dieu par bleu. Ce qui a donné, pour jarni-Dieu par exemple, jarni-bleu. Nous avons aussi parbleu, qui veut dire par Dieu, morbleu, qui veut dire mort de Dieu, et palsambleu, qui signifie par le sang de Dieu. On trouve également des insultes plus conventionnelles, mais qui sont aujourd'hui tombées dans l'oubli. En voici quelques-unes pour la beauté de la langue. On trouve chiabrena, qui veut dire chiure de merde. Croquefedouille, qui veut dire sacripant. Pleutre, qui signifie lâche. Grippe minot, qui signifie hypocrite. Nous verrons tout à l'heure d'autres exemples médiévaux au cours de la revue détaillée des insultes modernes. Soyez patients. Commençons donc notre voyage dans les méandres de l'immoralité, de la vulgarité, de l'obscène et de l'irrévérencieux à travers ces gros mots que vous connaissez tous. Pour commencer, je vais vous présenter plusieurs jurons qui ont une étymologie contraire au sens actuel. L'étymologie veut dire l'origine des mots. Autrement dit, voici les insultes qui cachent dans leur origine de nobles compliments. Commençons par le mot imbécile. Du latin imbecillus, le mot imbécile désigne tout d'abord une personne qui n'a pas de béquille, pas de bâton. Au sens figuré, cela réfère à une personne libre de ses mouvements
et de ses idées. Celui que vous traitez d'imbécile peut donc être fier d'être une personne autonome et qui n'utilise aucun soutien extérieur pour avancer. Le mot stupide maintenant. Ce mot vient du latin stupidus, qui veut dire étonné, frappé de stupeur. Celui que vous traitez de stupide est celui qui s'étonne de tout et qui réussit à être émerveillé par tout ce qui est nouveau. Notre voyage continue avec le mot idiot. Idiot vient du grec idios, qui signifie particulier, différent des autres. D'ailleurs, le mot idiome ne signifie-t-il pas l'ensemble des mots propres à un pays? N'est-ce pas une grande qualité de ne pas être le pigeon d'un autre? Enfin, le mot bouffon. Étymologiquement, le bouffon existait déjà dans la mythologie grecque. Il se nomme Momos, ou Momus en latin. C'est un dieu mineur, celui de la raillerie et de la moquerie. Il est d'abord chargé de divertir les dieux de l'Olympe. Il va également suggérer à Zeus de réduire le nombre des hommes naissant sur Terre, de donner Thétis en mariage à un mortel et d'engendrer Hélène, l'enjeu de la guerre de Troie. Malheureusement, celui-ci s'étant trop moqué se fait clairement virer de la cour des Olympiens pour s'installer chez le seul dieu capable de le comprendre, Dionysos, le dieu de la fête et du vin. Ensuite, ce dieu de la moquerie donnera son nom à un rituel de sacrifice de bovins pratiqué chez les Grecs, appelé les mimiambes. Au Moyen-Âge, le bouffon est le fou du roi, ou de tout autre seigneur. Il était chargé de l'amuser, lui et ses convives, lors des grands banquets, en racontant des chansons de gestes épiques à la gloire des grands guerriers d'histoire, de jouer de la musique, ou encore de jongler. Le bouffon est aussi le seul personnage qui peut se moquer du roi, mais surtout, c'est le seul personnage qui est au courant de tous les potins de la cour. Le mot enfoiré. Cette insulte veut dire imbécile. Son étymologie est issue de l'ancien français foire, qui désigne la diarrhée. De là, le premier sens du mot apparaît clairement au XVIe siècle. Enfoiré signifie souillé. Puis, ce premier sens a disparu pour désigner une salissure morale. Ainsi, aujourd'hui, un enfoiré sera souvent quelqu'un de méchant, qui nous a salis moralement. Le mot con, maintenant. Cette injure est sans doute celle que nous avons le plus l'habitude d'employer. Nous pensons tous en connaître le sens. Bête, stupide, idiot. Et pourtant, faisons une recherche dans notre bon vieux dictionnaire. Con désigne, je cite, la région du corps féminin où aboutissent l'urètre et la vulve. Quoi? Le con, c'est le sexe féminin? Eh bien oui, c'est bien l'origine de ce mot. D'ailleurs, dans les langues régionales, comme en créole, le sexe féminin se dit coucoune, qui est un dérivé de celui-ci. Mais comment est-on passé de ce sens anatomique au sens qu'on lui donne aujourd'hui? Pour le savoir, penchons-nous sur son étymologie. Con vient du latin cunus, qui signifie sexe de la femme ou vagin. D'ailleurs, aujourd'hui, le mot cunilingus désignant l'acte oral stimulant l'organe sexuel féminin en est directement le dérivé. Dans l'Antiquité, la femme était déconsidérée. N'ayant aucun loisir, elle devait une dévotion absolue à son mari, le pater familias, le chef de famille, qui avait le droit de vie ou de mort dans sa demeure, et à l'éducation des enfants. Valère Maxime, historien du 1er siècle, écrit dans Des faits et dits mémorables que le chef de famille peut punir son épouse pour adultère ou simple goût pour le vin. C'est dire. Et tout ce qui qualifiait la femme, ce qui se rapportait à son corps et plus particulièrement à son sexe, l'était d'autant plus. Ainsi, vous comprenez maintenant ce que signifie véritablement un sale con ou un gros con. Un dérivé du mot con est le nom masculin connard. Son origine est la même, mais je voulais vous mentionner une petite particularité orthographique. En effet, connard peut s'écrire avec 2 N
mais aussi avec un seul N. En revanche, son féminin, connasse, s'écrit toujours avec deux N. Maintenant, voyons l'origine du mot salaud. Intéressons-nous à l'orthographe de ce mot, ou plutôt ses orthographes. Le masculin peut s'écrire de deux manières, salaud, S-A-L-O-P, ou plus fréquemment, salaud, S-A-L-A-U-D. Le féminin salope, quant à lui, ne pose aucun problème orthographique. Au regard du dictionnaire, le nom masculin salaud, S-A-L-A-U-D, désigne une personne méprisable, dénuée de toute moralité, ou une personne capable d'actes contraires à tout principe moraux. Et c'est bien entendu le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Cependant, là encore, ce mot tire son origine de la femme. Et oui, quand je vous disais que la femme était déconsidérée, en fait, ce mot a connu plusieurs changements de sens. D'abord, du XVIe au XVIIe siècle, salaud au masculin ou salaude au féminin désignait un homme ou une femme très sale. Comme en témoigne cette citation de Guillaume Boucher dans son livre Les Cérés. Je cite. « Toutes les femmes estant fâchées de quoi leur mari avoua, oui, parler d'une si salaude femme ?» Ensuite, par dérivation de sens, salaud a progressivement revêtu un sens de salissure morale et salaude s'est vu assimilé à l'acte de vendre son corps. Autrement dit, salaude signifiait une prostituée. Enfin, aujourd'hui, alors que le masculin salaud est toujours présent, salaude est remplacé par salope. De plus, concernant le sens actuel de chacun d'eux, on peut noter la conservation de l'idée de salissure morale pour le masculin et le féminin, et la notion de prostituée pour le féminin seulement. Pour terminer cette étude des jurons, il m'a semblé intéressant de m'éloigner un instant des mots pour faire un tour du monde des gestes obscènes. Je vais vous raconter l'histoire du doigt d'honneur français, du doigt d'honneur anglais, et je vais vous montrer quelques-uns des gestes obscènes d'autres pays. Le doigt d'honneur français. En voici un geste que nous connaissons bien. Qu'il s'agisse d'insulter à distance un automobiliste imprudent ou pour manifester son mécontentement face à un individu. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, le philosophe Diogène de Sinope, souhaitant exprimer son mépris face à un discours politique de l'orateur Démosthène, déploie alors son majeur et déclare « Voici le démagogue ». Montrer son majeur dressé au-dessus des autres doigts de la main est attesté depuis plus de 2000 ans. C'est l'un, sinon le geste insultant le plus ancien du monde. Le majeur mime le pénis et les doigts serrés de chaque côté les testicules. Passons au doigt d'honneur anglais. Les Anglais, eux, ne montrent pas le majeur. Ils exhibent deux doigts, l'index et le majeur. Ce geste a en fait une origine historique. Remontons dans le temps jusqu'en 1415, pendant la guerre de 100 ans. La bataille d'Azincourt oppose les Anglais et les Français. Les archers anglais sont supérieurs aux arbalétriers français. À la fin de la bataille, les Français amputaient le majeur et l'index des archers anglais pour qu'ils ne puissent plus utiliser leur arc. En guise de provocation, les soldats anglais levaient fièrement leurs deux doigts avant de lancer l'assaut. Maintenant, voyons le doigt d'honneur iranien. Pouce tendu, il désigne la volonté d'enfoncer votre pénis dans l'anus de votre interlocuteur. Comme le signe OK pour la plongée, ce signe est le signe obscène brésilien. Ce signe présente un trou du cul.